vous suivez la panafricaine Médian et c'est le bon choix. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Face aux évolutions technologiques, les journalistes et autres professionnels de l'information sont obligés de s'adapter à ces outils numériques. En effet, l'avènement de l'intelligence artificielle risque de bouleverser les pratiques journalistiques et le fonctionnement des rédactions africaines. Dès lors, il est urgent de se former et de maîtriser l'usage de l'IA par ces acteurs des médias. Quel impact de l'intelligence artificielle sur le travail des médias? Quelle contribution de l'IA sur la liberté de la presse? Le développement en première partie d'émission. En seconde partie du débrief, nous restons avec l'intelligence artificielle et les médias, mais pour parler de la dimension éthique de l'usage de l'IA par la presse. D'ailleurs, le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la liberté de la presse était informé dans un nouveau monde, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. La pratique du journalisme requiert l'exigence de véracité des faits, l'indépendance du travail éditorial, le respect de la vie privée comme la protection des sources, ce qui pose le problème des questions éthiques de l'usage de l'IA par les médias. Quel usage de l'IA générative par les rédactions et autres acteurs des médias? Quelle place de l'éthique dans l'usage de l'intelligence artificielle par les médias? Le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Tidiane Ndiaye, vous êtes journaliste, spécialiste tech et digital au quotidien national Le Soleil. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Daouda. Et en face de vous, nous avons M. Cheikh Abdou Khadir Mbakesek, également journaliste, spécialiste tech et médias. Merci beaucoup aussi, M. Seck, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Daouda, et également merci beaucoup à cette invitation. Et je reste d'ailleurs avec vous, Cheikh. Je le disais en introduction, il est aujourd'hui incontournable, en tout cas, dans la pratique des rédactions, l'usage de l'IA. Selon vous, déjà, quelle place occupe l'IA aujourd'hui dans les rédactions ou à travers les médias? Alors, à l'image de tous les deux secteurs du monde, l'IA a complètement bouleversé. L'IA a influencé la pratique journalistique, que ce soit dans la collecte, dans le traitement ou bien dans la diffusion. Ce qui fait que c'est une révolution majeure qui concerne tous les secteurs, y compris le journalisme qui nous réunit aujourd'hui. Ce qui fait qu'on ne peut plus s'en passer. Les algorithmes sont devenus des collaborateurs silencieux pour les journalistes, ce qui fait que dans les rédactions, tout le travail de journalisme désormais ne peut plus se faire sans l'intelligence artificielle. Et vous le disiez tout à l'heure, des collaborateurs silencieux. Est-ce que les journalistes et autres professionnels des médias sont conscients aujourd'hui de l'usage de l'IA? Sont-ils conscients aujourd'hui qu'ils utilisent des outils de l'IA dans leur travail ou bien même les utilisent-ils sans le savoir? C'est pourquoi je parle de collaborateurs silencieux dans la mesure où ne serait-ce que la veille, je donne l'exemple très simple de la veille, le journaliste est obligé de faire la veille. Cheikh Tidiane est journaliste qui s'intéresse à la tech, il est obligé de faire la veille. Et l'IA facilite cette veille. Ce qui fait qu'également, dans la façon de collecter l'information, maintenant on collecte via l'IA, on traite même via l'IA, on vérifie via l'IA, on fait de l'investigation via. Par contre, les gens l'utilisent sans même s'en rendre compte. L'exemple que je donne parfois tout bête, je dis souvent, pour aller à un reportage, parfois on utilise le GPS. Le chauffeur utilise le GPS pour aller à lieu indiqué du reportage. C'est de l'IA. Ce qui fait que les gens l'utilisent, comme vous l'avez dit, les gens l'utilisent sans même s'en rendre compte. Et également, dans la conscience populaire, quand on parle de l'IA, les gens pensent automatiquement à ChatGPT. Alors que c'est une IA générative, mais il y a beaucoup d'autres IA qui nous facilitent la tâche. Il y a également qu'on utilise sans même s'en rendre compte. Et comme vous l'avez dit, dès qu'on parle d'IA, les gens pensent plus à l'IA générative, alors que dans plusieurs domaines donnés, que ce soit dans le journalisme ou ailleurs, il y a des IA qui sont spécialisés sur ces questions-là. Mais malheureusement, ou bien fort heureusement, les gens sont plus dans l'IA générative, ce qui pose le problème même de la connaissance, en tout cas, de ces outils-là. Et Cheikh Tidiane, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle facilite et simplifie aujourd'hui ce travail des acteurs des médias? Effectivement, merci d'abord Daouda pour l'invitation. Et juste pour rebondir de ce que vient développer Abdou Khadr, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent plus à ChatGPT. Et même si dans le milieu journalistique, on est plus considéré par l'IA générative, mais aujourd'hui, il faut dire que l'intelligence artificielle a bouleversé la pratique journalistique, aussi bien dans la collecte,
dans la production de l'information et même dans la diffusion de l'information. Aujourd'hui, il existe des outils où, il y a de cela quelques années, pour transcrire un texte, il faut par exemple faire 2 heures de temps. Aujourd'hui, en 5 minutes, on peut transcrire une interview de 2 heures de temps. Autre chose, en écrivant un texte, les correcteurs, ils passaient presque 2 heures, 3 heures de temps. Ce qui a mené les bouclages pour nos amis qui sont dans la presse écrite jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Aujourd'hui, avant 23 heures, on peut boucler tous les textes. Et ça, c'est permis grâce à l'IA. Et maintenant, tout dépend de l'usage qu'on en fait et aussi de l'éducation numérique et technologique qu'on a de l'intelligence artificielle. Parce que Abdouhad vient juste de le dire, aujourd'hui, quand on parle de l'IA, les gens pensent à ChatGPT. Alors qu'il y a d'autres outils qui peuvent aider le journaliste à revoir un peu l'aspect syntaxique et l'aspect aussi, comment dirais-je, parce que quand on parle d'un journaliste, d'abord c'est sa plume, c'est sa manière de créer. Et l'intelligence artificielle ne va pas changer ce ton, le style du journaliste, mais ça va permettre quand même de corriger certaines fautes, par exemple les fautes syntaxiques, les fautes qui touchent un peu la grammaire ou l'orthographe de certains mots. Et vous avez parlé tout à l'heure de bouleversement, comment en tout cas l'IA est en train de bouleverser la pratique journalistique et selon vous, quelles sont les grandes mutations aujourd'hui que peut apporter ou bien qu'a déjà apporté l'intelligence artificielle dans les rédactions africaines? Le gain de temps. Pourquoi? Je viens juste de le développer. Avant, on pouvait passer des heures pour écrire un article, alors que maintenant, en 30 minutes ou en moins de 30 minutes, on peut avoir un article. Autre chose, c'est la productivité, c'est-à-dire l'optimisation de ce qu'on fait, un travail de qualité. Par exemple, on prend un journal comme Le Soleil, qui a 32 pages, et pour des correcteurs qui doivent relire 32 pages, certaines fautes peuvent apparaître dans le journal. Alors que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent corriger et améliorer l'aspect syntaxe, ce qui peut être quelque chose de positif pour nos médias, mais aussi pour le journaliste qui va proposer un produit à lire. Et par rapport à cela, Cher, quels sont aujourd'hui les grands défis à relever, en tout cas par ces acteurs des médias, pour exploiter ce plein potentiel de l'intelligence artificielle? Alors, les défis sont en fait de façon très simple. J'aime à le dire, les progrès technologiques et les progrès techniques ont toujours accompagné le journalisme. D'abord avec l'invention de l'imprimerie, qui a acté la naissance de la presse écrite, la télévision, cet outil fabuleux qu'on est en train, avec lequel on est en train de discuter, dans lequel on est en train de discuter, la télévision, tout ça. Ce qui fait que ces mêmes défis reviennent. Ce qui fait que, de même que les réseaux sociaux, donc l'appropriation, les médias doivent à ce moment essayer de l'approprier. L'approprier comment? Parce que, Cher l'a dit, on utilise l'IA sans même s'en rendre compte, ce qui fait que actuellement le défi qui se prête à nos rédactions, à nos médias, c'est de voir comment optimiser, mais également comment organiser, parce qu'on utilise l'IA de façon très désorganisée. Maintenant, le défi, c'est de voir comment l'organiser. Ce qui fait que, Cher le disait, toutes les tâches chronophages sont évitées avec l'IA. Maintenant, il y a un gain de temps exceptionnel. Il y a également une façon de travailler qui permet de se consacrer sur d'autres tâches. Parce que quand on dit que le Pandora Papers, c'est un scandale que des consortiums internationaux de journalistes ont pu traiter, c'est un scandale qui concernait 12 millions de documents. 12 millions de documents, sans l'IA, c'est impossible. Ce qui fait que l'IA ne peut plus ne pas être intégrée. Maintenant, par contre, il faudra voir comment l'intégrer. Et pour cela, moi, je pense que c'est très à la mode. On ne peut pas réinventer la roue parce qu'il y a des chartes. Et avant d'en arriver même à cette organisation et à cette charte nécessaire aujourd'hui, comment d'abord s'approprier l'IA par ces professionnels des médias? Comment les amener aujourd'hui à s'approprier de cet outil-là, qui est l'intelligence artificielle, comme un assistant ou bien comme un collaborateur dans le cadre de leur travail? Bon, pour cela, moi, je pense que ça a été... ce n'est pas très compliqué dans la mesure où les réseaux sociaux sont venus il y a moins de 20 ans. Et ce n'est plus possible qu'un journaliste travaille sans les RS. Ce sera de la même manière. La même manière, c'est qu'il faudra... Parce que dans les rédactions, dans les médias, il faut qu'il y ait un community manager. C'est impossible qu'un média sérieux n'a pas de community manager. Il y a 20 ans, peut-être,
ce profil n'existait pas, il faudra anticiper et travailler faire de telle sorte que des journalistes spécialistes de l'IA puissent travailler en interne et on ne peut pas, c'est vrai qu'il y aura toujours de la réticence parce que depuis l'IA, il y a des positions qui sont assumées, mais il y a beaucoup de réticence, il y a beaucoup de l'hésitation encore, mais il faudra, comme je me plais à l'appeler d'une belle formule que j'emploie, il faut occupez-vous de l'IA avant qu'elle s'occupe de vous. Donc du coup, dans les rédactions, le top management doit penser à ce qu'il y ait à ce qu'on ait au moins, ne serait-ce que la réflexion. Il faudra pousser la réflexion. On ne peut pas dire qu'il faut adopter tout de suite maintenant, même si moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faut l'adopter tout de suite maintenant, sinon on risque d'être largué. Et pour ne pas être dans cette situation, il faudra pousser la réflexion en interne et dans ce cas, trouver dans quel niveau il faudra l'utiliser. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'occuper de l'IA avant que l'IA ne s'occupe de vous, mais avant de s'occuper de l'IA, il faudrait d'abord connaître et maîtriser cet outil-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord, cher Tidiane, passer par une éducation en tout cas, ou bien une sensibilisation à l'usage en tout cas de cet outil-là par les médias ou bien les acteurs de ces médias-là? Effectivement, parce que la relation entre l'agent IA et le journaliste doit être une relation de confiance. Et cela peut passer par un entraînement de l'IA. Parce que pour cela, il faut comprendre aussi le fonctionnement de l'intelligence artificielle ou des agents d'IA. Quand on parle d'agents, ce sont par exemple ChatGPT et tous les éléments composés par l'IA. Autre chose, c'est par exemple, aujourd'hui, on prend l'exemple d'une rédaction qui décide d'intégrer un outil IA ou un agent IA dans sa production de journalisme. C'est-à-dire, l'objectif ou la première étape de ce média, c'est d'abord d'entraîner l'IA, parce que tout organe de presse ou tout média a un style. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez l'exemple d'Enquête. Aujourd'hui, quand on lit Enquête, on retrouve le même style journalistique. Le Soleil, ils ont leur propre style. Le Quotidien, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont aussi des sites. Si on intègre des agents IA qui ont été entraînés sur la base des documents, des données qui ont été enregistrées. Mais entraîner, cher Tidiane, j'aimerais qu'on reste sur ce point. Entraîner un agent IA, question de données et autres, ça, cher Tidiane, aujourd'hui, qui est spécialiste tech et digital, peut le comprendre. Mais aujourd'hui, son collaborateur ou bien son collègue du journal Le Soleil ne le comprend pas forcément. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord passer, en tout cas, par l'éducation à l'usage de cet outil-là, avant d'en arriver aujourd'hui à cette question-là dont vous parlez, à savoir entraîner cet agent IA? Effectivement, parce que l'intelligence artificielle, on peut dire que c'est quelque chose de nouveau. Du jour au lendemain, on a entendu parler de l'intelligence artificielle, même si ça existait depuis des années. Peut-être il n'y avait pas cette intelligence artificielle générative. Et c'est là la grande importance ou la pertinence de pousser les journalistes à la réflexion, comme l'a dit Abdou Khadre, n'est pas que pousser les gens à la réflexion, mais les éduquer, leur montrer comment dompter un agent IA. C'est-à-dire, quand je parle de dompter, c'est de savoir d'abord qu'est-ce qu'un prompt, quelles questions dois-je poser à l'agent IA, et là j'aurai une réponse. Parce que sinon, ce ne sera pas organisé, et un journaliste, par exemple, peut poser une question, donner un mauvais prompt à une IA, et l'IA en question, pour manque de compréhension du prompt, peut donner une mauvaise information. Et là, on peut penser que ce sont des limites de l'intelligence artificielle, alors sans se rendre compte que c'est nous qui avons des limites en fait. Donc cela passe nécessairement par une éducation à l'intelligence artificielle, mais avoir une culture numérique. Parce que tant qu'on n'a pas cette culture numérique, cette éducation numérique, là, on aura toujours des défis dans les rédactions. Et vous, en tant que journaliste et spécialiste tech et IA également, comment dompter aujourd'hui cet agent IA? Aujourd'hui, créer une situation de confiance, un climat de confiance entre les journalistes et les agents IA. Et cela passe par une sensibilisation, par une explication des vrais enjeux du journalisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont sceptiques et qui pensent que l'intelligence artificielle est venue pour dénaturer le journalisme. Donc, alors que l'intelligence artificielle est là pour être un consultant ou un assistant. C'est comme Abdou Khadre qui a peut-être son jeune stagiaire qui fait certaines tâches pour lui. Et là, on n'a plus besoin d'un stagiaire parce que là, on a une IA qui peut être
assistant qui peut fouiller certaines informations et qui peut aussi me permettre à réorganiser mes idées. Mais juste un point avant de terminer, il ne faut pas confondre IA et moteur de recherche. Parce que les IA génératives, comme il y a le mot génératif, ils génèrent du contenu. Alors que le moteur de recherche nous renvoie vers des sources, des informations qui peuvent être vérifiées. Donc tant qu'on n'arrive pas à faire cette corrélation entre moteur de recherche et IA générative, là ça pose problème. Et il y a Cheikh Tidiane qui a abordé tout à l'heure le scepticisme, en tout cas, de certains acteurs des médias, des journalistes et autres acteurs des médias. Mais est-ce que cela ne se justifie pas également par leur méconnaissance aujourd'hui du fonctionnement et même de l'usage de cet outil-là, qu'est l'intelligence artificielle? Moi, personnellement, le scepticisme ne me pose aucun problème, dans la mesure où il y a même des gens qui sont encore sceptiques des changements climatiques. Ce qui fait que le monde évolue ainsi. Mais au début, j'aime rappeler une fois, j'avais vu une offre, je pense il y a quelques années, une offre de je pense, AFP qui disait qu'il cherchait un journaliste TikToker. J'avais rigolé à ce temps parce que je me disais, c'est quoi un journaliste TikToker? Et maintenant, ce n'est plus possible de prendre un journaliste qui n'est pas à l'aise dans les outils, dans les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux également. Donc, ce qui fait que il y a toujours, parce que c'est normal, l'homme a toujours peur de l'inconnu, c'est une dimension voilà, sociologique, tout ça. Par contre, les révolutions numériques sont très rapides, ce qui fait qu'on ne peut plus, maintenant on ne peut plus, c'est-à-dire... On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer, on est obligé. Maintenant, ce qui fait que aussi, pour ne pas créer une dimension qui fait que ça va dans tous les sens, c'est pourquoi je dis qu'en fait, il y a une certaine organisation, les médias sont très organisés. Dans les médias dans lesquels je travaille, il y a des desks, il y a des services, ce qui fait qu'il faudra créer également, on ne peut pas laisser également le soin à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Non, il faudra, comme Cheikh Tidiane l'a dit, pour dompter l'IA, il faudra des prompts qu'il faut, parce qu'on ne peut pas dire, on dit Medione, il y a des prompts qu'on utilise parce que il y a une ligne philosophique, une ligne éditoriale qui concerne chaque média, ce qui fait que les prompts ne peuvent pas sortir de ça. Comme il l'a dit, également, le problème, c'est moins ce que l'IA donne, mais également, c'est les prompts. Et le scepticisme, les gens me disent souvent, il ne faut pas trop faire confiance. Mais le journaliste, c'est quelqu'un qui a l'esprit critique. Ça, c'est une valeur cardinale. Dans la pratique journalistique, il faut avoir l'esprit critique. Donc, on ne peut pas également... Si on prend ce que l'IA donne, on n'a plus besoin d'exister. Ce qui fait que le journaliste il y a ceux qui font un reportage, comme je l'ai dit, c'est un triptyque, c'est la collecte, c'est le traitement et la diffusion. Ne pas juste se limiter, comme vous l'avez dit, à en tout cas l'usage de cet outil qu'est l'IA ou l'intelligence artificielle, mais également aux journalistes d'y associer en tout cas son esprit critique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous parlons depuis également tout à l'heure des avantages de cet outil-là qui est l'IA. Mais il y a un autre revers, c'est à savoir la question de la désinformation et de la manipulation. Aujourd'hui, l'usage également, surtout à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, l'usage de cet outil ou bien la facilité que cet outil a pour créer des deepfakes et autres, est-ce que cela également n'est pas un risque quant à une propension de la manipulation et de la désinformation? Moi, je trouve que la première menace avant la manipulation, tout ça, c'est les biais algorithmiques. Il arrive que les IA hallucinent. Il arrive que les IA nous donnent des infos qui sont fausses. Donc, en fait, le premier risque en termes de, comme vous l'avez dit, les limites, c'est d'abord les biais algorithmiques. Il y a les hallucinations. Parce que le journaliste peut lui demander Daouda Sow, il lui donne un Daouda Sow qui est basé en Inde. Donc, D'où l'intérêt de maîtriser les prompts, c'est-à-dire savoir comment demander, quoi demander également à l'outil. Voilà. Et maintenant, pour la désinformation, on est dans un contexte de désinformation. L'IA l'a amplifié. C'est une vérité, ce qui fait que, d'où l'importance, ça rejoint à votre question, d'où l'importance d'éduquer. Parce que si le journaliste n'arrive pas à identifier une info qui n'est pas fiable, qu'il n'arrive pas à identifier une deepfake, ça, c'est un problème. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de manipulations. Les exemples foisonnent. On a vu récemment, après l'application du rapport de la Cour des comptes, on a prêté un audio à un journaliste de RFI parce que maintenant, il est possible d'avoir la voix de Daouda Sow et le mettre sur un texte qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Maintenant, d'où l'importance, ce qui fait qu'il y a également, nous permet de fact-checker.
de fact-checker au-delà, parce que avant même d'aller voir, pour demander, mais il y a la vérification. C'est une valeur de journaliste. Un journaliste qui ne vérifie pas, moi je ne le considère pas comme un journaliste. Donc des outils également de vérification sont offerts également par ces outils-là que sont les IA également. Effectivement, parce qu'en fait, parce que ça permet, comme je le dis, ça permet d'aller très vite. Aujourd'hui, pour vérifier, c'est-à-dire, ça prenait autant de temps pour vérifier que cette vidéo est une deepfake ou bien ce n'est pas le cas. Maintenant, avec l'IA qui a créé en même temps les deepfakes pour prouver que... J'aimerais interpeller Cheikh Tidiane sur un point. Si on reste toujours avec l'IA, Cheikh Tidiane, l'IA, selon vous, au vu de tout ce qui vient d'être développé, est-ce une menace ou une révolution pour les médias africains? Alors, ça peut être un salut pour les médias africains, c'est-à-dire dans la mesure où c'est un gain de temps, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi un danger. Par exemple, des fois on entend dire certains journalistes sont paresseux. Alors s'ils ont quelque chose qui facilite leur travail, ils risquent d'être encore plus paresseux. Même si je ne dis pas que tous les journalistes sont paresseux. Et il y a un grand respect pour ces journalistes-là qui sont tout le temps sur le terrain, qui font de très bons reportages, des sujets pertinents. Mais là, par exemple, pour certains, juste un danger, c'est-à-dire que certains patrons de presse pensent que là, l'IA peut remplacer le journaliste et on peut aller vers remercier certains journalistes et travailler avec 2 ou 3 journalistes qui sont spécialistes de l'IA juste pour maximiser le nombre. Et si l'on reste sur ce point que vous êtes en train de développer, j'ai envie d'y ajouter que l'IA n'a pas d'âme aujourd'hui. Et chaque journaliste ou bien chaque média, comme vous l'avez rappelé au tout début, a son style d'écriture, sa façon en tout cas de faire, qui fait en tout cas le charme ou la signature du média ou bien du journaliste. Et cela ne se retrouve pas forcément également au niveau de cet outil-là qui est l'IA. Mais sur ce point, l'IA a évolué de telle sorte que l'IA maintenant a été entraînée, ou certains agents IA ont été entraînés, de telle sorte qu'ils peuvent reproduire humainement le texte d'un journaliste. D'où la thèse d'éduquer certains journalistes, mais d'entraîner aussi certains agents IA dans les rédactions à comprendre un peu quel est le style du journal, quel est le ton du journal, au moins pour permettre à l'agent IA. Et vous abordez un point très important des IA génératives capables en tout cas de reproduire le texte des journalistes avec le même style et tout. Cela pose un autre problème, à savoir également la question du droit d'auteur et même de l'usage éthique de l'intelligence artificielle par les médias. Et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission, le débrief. Cheikh Tidiane, tout comme d'autres professions, le journalisme est régi par des règles éthiques et déontologiques, ce par rapport au traitement d'une information, d'une vidéo, d'une photo, ou bien même des sources en tout cas, à travers lesquelles nous avons eu cette information-là. À l'heure de l'intelligence artificielle, comment concilier selon vous éthique professionnelle et usage de l'IA? Alors là, vous avez touché le mot, c'est-à-dire ce usage. Comment utiliser l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, on parle de plagiat. Vous voyez un journaliste qui a écrit un article, parce que, comme je l'ai dit, l'IA est entraînée à partir d'une base de données. Et c'est à partir de cette base de données que l'IA puise cette information qui est générée. Alors, le journaliste qui va écrire un prompt, le même prompt peut être utilisé par exemple, Abdou Khadr, et que le même texte puisse être redonné à Daouda. Et là, on part vers un plagiat et on peut voir des similitudes, autre chose. Donc là, il faut aller vers encore la question de l'éducation qui revient pour voir un peu ce qui se passe. Autre chose, Abdou Khadr l'a mentionné dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire c'est la vérification. Par expérience, lorsque j'étais dans une boîte par le passé, on m'a demandé d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser et maximiser le nombre d'articles. Et chose que j'ai refusée parce que je me suis dit, moi j'ai mon style, mais aussi l'IA, c'est comme si je poussais l'IA à me remplacer en fait. Et limite, ça crée de la paresse, mais aussi ça crée une autre situation qui pousse le journaliste à laisser son style, mais à plagier d'autres choses. Je viens juste de le dire, la différence entre un moteur de recherche qui a des sources et l'IA générative qui peut-être
peut vous fournir une information, mais de mauvaises sources. Et j'aimerais qu'on développe davantage sur ce point sur lequel vous développez, cher. Vous parlez tout à l'heure de plagiat, mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, entraîner une IA générative, l'entraîner à tel point qu'aujourd'hui, l'IA générative est un certain style qui vous ressemble peut-être, et amener en tout cas cette IA générative à écrire des textes de reportages et autres genres pour vous et les signer, vous conviendrez avec moi que c'est du plagiat en quelque sorte. En tout cas, c'est une violation des règles éthiques et déontologiques. C'est du plagiat. Parce que pour moi, le journaliste doit être en mesure d'écrire son propre article. Et parce que l'IA doit être un assistant. Et l'objectif de l'assistant, c'est de pouvoir corriger les fautes de syntaxe, de grammaire et d'orthographe. Et pour moi, le journaliste ne doit pas laisser à l'IA le soin d'écrire des articles pour lui. Limite, après, on n'aura pas fait un travail journalistique. Parce que avoir de la collecte, rester chez lui, appeler par exemple Abdouhad qui est expert en IA, il vous fait un audio, c'est une intelligence artificielle qui vous fait la transcription, une autre intelligence artificielle qui vous écrit l'article. Limite, qu'est-ce que vous faites en tant que journaliste? Donc vous voyez, tout ce processus, le journaliste n'a rien fait qui est lié à son métier ou au journalisme. D'où même le mot plagiat. Et sur ce point, cher, peut-on parler aujourd'hui d'un usage éthique de l'intelligence artificielle par les rédactions? Par contre, je voudrais un peu rebondir sur... Allez-y. Parce que je trouve très drôle quand on parle de plagiat avec l'IA. Le plagiat a existé avant l'intelligence artificielle. Mais l'IA l'accentue d'accord. Donc le plagiat va exister après l'intelligence artificielle. Le bidonnage a toujours existé. C'est un terme qui est consacré, c'est un terme assez vieux, qui a toujours existé avant l'IA, avant Internet. Donc le bidonnage va exister. Maintenant, mais facilité quand même par des outils tels que l'intelligence artificielle où en quelques secondes aujourd'hui peut générer un absolument, c'est un débat que les gens ont eu il y a encore 20 ans avec l'apparition un peu du web. Ce débat a existé. Ce débat existe encore. Moi, je pense que je suis dans le principe que Cheikh Tidiane est un journaliste brillant que je connais, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai travaillé. Donc, je trouve que moi, pour un peu expliquer, c'est-à-dire, je suis dans une dynamique qui fait que tous les journalistes sont assujettis à ces règles éthiques. L'IA ne peut pas écrire un reportage. Ça, moi, je suis dans cette dimension. Par contre, un journaliste qui est plus ou moins paresseux restera paresseux avec ou sans l'IA. Maintenant, l'IA, surtout l'IA générative, a accentué cela. Les gens puissent. Maintenant, moi, je dis, et même pour des réflexions sont en train d'être menées dans ce sens pour dire que, dans quelle mesure, quand on utilise l'IA, il faut en parler. Moi, je trouve qu'il faudra en parler. Même s'il faut dire, si on a utilisé une IA, il faudra en parler. Certains même disent qu'il... C'est même sur ce point où je voulais en venir tout à l'heure, quand je parlais d'une utilisation éthique de l'IA par les rédactions. Si l'on sait que le journalisme, ou bien le travail des médias en tout cas, consiste à beaucoup sourcer en tout cas, de là où l'on a trouvé nos informations. Donc à travers l'IA, ou bien avec l'usage de l'IA, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui être dit comme avoir été provenant d'une IA, ou qu'est-ce qui n'est pas nécessaire en tout cas à décrire comme provenant d'une IA? Alors, on parle un peu, parce que ça dit sur des éléments factuels, sur des éléments, on donne l'exemple de la France. Ils ont travaillé sur ça. Le Conseil national de déontologie et de médiation a travaillé sur ça. Et on est allé sur trois catégories. Il y a l'usage à faible risque, c'est-à-dire il n'y a pas d'impact direct avec le public. Il n'y a pas besoin de transparence. Par exemple, Cheikh Tidiane l'a dit, j'écris un article, je soumets ça à ChatGPT pour la correction. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai utilisé parce que ça m'a évité une tâche qui pouvait être chronophage. J'ai utilisé Notebook LM autant pour moi, pour retranscrire une interview, je n'ai pas besoin de le dire. Donc en fait, ça facilite, on est dans le cadre où ça facilite, ça implique pas une certaine connaissance auprès du public. Par contre, si je génère un visuel, je ne vais pas citer de médias, mais je connais pas mal de médias qui génèrent des visuels. Des images d'illustration. D'illustration à partir d'une IA, mais qui ne le dit pas. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, on n'interdit pas de générer,
Mais il faut le dire. Par contre, D'autant plus qu'avant même l'IA, ça c'est une règle élémentaire du journalisme, puisque même une image d'archive utilisée doit être... Je voulais en venir, c'est-à-dire, moi, étant journaliste qui est fait télé au CESTI, on m'a appris que si j'illustre par une image, je dois mettre image d'illustration. On a toujours vu dans un reportage, quand on fait une reconstruction sur tous les codes judiciaires, on mentionne, ce qui fait que c'est des règles qui existent avant l'IA, donc c'est des règles qui vont également exister avec l'IA. Ce qui fait que quand on utilise ces visuels, il faudra le dire que cette image a été générée par l'IA. Si par exemple je prends un article qui a été fait par The Guardian en anglais et que j'utilise l'IA pour transcrire, il faut le mentionner. C'est-à-dire, c'est des règles très éthiques. The Guardian n'écrit pas en français. Donc, ce qui fait que si je transcris l'article, il faudra le préciser pour dire je l'ai. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire il faut même préciser le prompt. Pour moi, ce n'est pas très... Mais en tout cas, il faudra, par souci de transparence, dire que j'ai utilisé tel IA. Par contre, on ne peut pas, comme ça revient, on ne peut pas écrire un article entièrement par l'IA et le dire. Mais il y a des besoins, par exemple, des études ont prouvé que, en termes de référencement, un article écrit par Daouda Sow et un article écrit par un agent IA, le référencement, on a plus, c'est-à-dire l'article écrit par l'IA est beaucoup plus lu parce qu'il y a un truc de SEO, de référencement qui fait que, parce qu'ils utilisent les mots-clés. Par exemple, on sait tous qu'un article, pour qu'il soit plus ou moins référencé, c'est des mots-clés. Daouda Sow, avec son style, n'a pas besoin. En écrivant, il ne pense pas à des mots-clés, il pense à son reportage. Ce qui fait que, donc pour cela, moi je pense qu'il faudra donner les bonnes pratiques et également montrer les lignes rouges à ne pas franchir. Et cher Tidiane, si l'on reste avec ce point-là aujourd'hui, peut-on parler d'un usage éthique de l'IA par les médias africains à la suite de tout ce qu'a développé Cheikh Abdou Khadre? Bien sûr, parce que le milieu médiatique ou journalistique est régi par des règles d'éthique et de déontologie. Maintenant, il l'a dit, un journaliste paresseux reste un journaliste paresseux. Par exemple, quelqu'un qui veut bidonner, il peut rester chez lui et l'IA va lui fournir, par exemple, une citation d'une personne, entre autres. Mais le jour où le journalisme cessera d'exister, c'est le jour où il n'aura plus le respect de ses pairs. Et aujourd'hui, pour un journaliste professionnel, on peut détecter un article écrit par l'IA sans même faire recours à des outils qui vont nous prouver que là, le texte est écrit par l'IA. Juste à travers le ton, à travers le style, on peut détecter l'intelligence artificielle. Donc c'est pour cela que je dis, les médias africains doivent savoir comment utiliser l'intelligence artificielle. Mais autre chose, il y a un cadre légal qui manque. Aujourd'hui, ce sont des textes qui datent de 1960, qui datent de 1900, peut-être jusqu'à 2010 ou peut-être 2024. Mais il n'y a pas un texte réglementaire qui associe l'IA ou qui intègre l'utilisation de l'IA, cette dimension de l'IA dans la réglementation éthique et déontologique du journalisme. Et comment arriver aujourd'hui à cela, c'est-à-dire prendre en compte cette disposition-là, puisque de plus en plus également les textes sont dynamiques, avec en tout cas ce qui se passe, il faudrait adapter les textes par rapport aux réalités, mais comment arriver à intégrer cette dimension-là d'un usage éthique de l'IA par les médias africains? Ça concerne tout le monde. Tout le monde doit d'abord s'adapter et connaître un peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Certaines personnes sont sceptiques sans même savoir c'est quoi exactement l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ceux qui sont chargés de réguler les médias, eux, ils doivent être les premiers à être formés, à être informés, à savoir exactement c'est quoi l'intelligence artificielle. Et de cette base de données, de ces connaissances-là, là, ils pourront mettre en place un cadre légal, un cadre juridique qui sera informé à toutes les rédactions. Et là, celui qui n'aura pas respecté, par exemple, ces règles-là, là, voilà, peut-être vous serez sanctionné ou pas. Mais Abdou Khadre l'a mentionné, aujourd'hui on le fait de manière désorganisée. Peut-être dans une rédaction bien donnée, ils peuvent utiliser de la manière la plus peut-être possible, mais sans réglementation. Peut-être même au sein de la rédaction, peut-être il n'y a qu'un seul journaliste spécialiste d'IA qui fait tout ce qu'il veut. Et même le rédacteur en chef qui n'a pas assez d'informations sur l'intelligence artificielle aura du mal à contourner ce journaliste-là ou à dire tel ou tel ne se fait pas.
Et vous parliez tout à l'heure des outils de détection d'IA, de détection en tout cas de texte ou bien de travail fait par l'IA. Mais ces outils sont-ils fiables, cher Tidiane? Je m'explique. On a vu aujourd'hui des travaux ou bien un texte entièrement écrit par un être humain et pourtant soumis à ces outils-là qui détectent en tout cas un certain pourcentage d'IA. Donc, peut-on parler de fiabilité de ces outils de détection également? On ne peut pas parler de fiabilité à 100%. Comme je l'ai dit, les IA sont entraînés à détecter des informations, mais aussi à recueillir des informations à travers ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning. Si aujourd'hui l'IA n'est pas entraînée à détecter un texte, et le souci c'est que l'IA ne pourra pas être en mesure de nous dire que tel texte ou tel texte n'est pas écrit par l'intelligence artificielle. On ne va même pas parler de texte, on va parler des deepfakes par exemple, sortir un peu du cadre éditorial, aller vers les vidéos. Aujourd'hui, vous voyez par exemple des textes, des vidéos, il sera très difficile de dire que là, ce n'est pas un audio ou une vidéo d'un être humain. Parce que le timbre vocal s'approche tellement de l'humain que là, ce sera très difficile de détecter le vrai du faux, en fait. Et on reste sur ce point, détecter le vrai du faux. Et cher, vous parliez tout à l'heure du Conseil de déontologie journalistique et de médiation en France. Aujourd'hui, au Sénégal, cher Tidiane l'a rappelé tout à l'heure, dans beaucoup de pays africains, à l'image du Sénégal, il n'existe pas en tout cas cette réglementation encore, ou bien cette régulation de l'usage de l'IA par les médias africains. Comment y arriver aujourd'hui? Comment arriver à encadrer cet usage de l'IA par les journalistes ou par les médias? Même les textes, je pense, sur le numérique datent de 2008. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Ce qui fait que, malheureusement, il faut le dire, nos pays n'accordent pas trop d'importance dans ça. D'abord, il faut une législation. Et maintenant, sur le plan pratique, il faudra que le CORED puisse, puisque c'est l'organe... Je rappelle que le CORED, c'est le Conseil de régulation des règles éthiques et déontologiques. Voilà, donc le CORED devra en principe travailler dans ce sens. Il ne faudra pas que le CORED soit largué. C'est impossible. Partout dans le monde, les gens travaillent sur des chartes, sur des guides. Et ce débat doit être posé. Il faut que le CORED, avant de statuer, il faudra avoir des bases. Il faut avoir une base légale pour statuer. Maintenant, si je fais une faute professionnelle à travers l'IA, mais sur quelle base on devra me dire, Abdou Khadre, vous avez fait une faute professionnelle? Il n'y a aucune base. Et comme on dit souvent, j'entends les juges dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et on se retrouve dans cette situation. Maintenant, le CORED doit travailler dans ce sens. Ça, c'est inéluctable. Heureusement, quand on avait interpellé le doyen Thior, qui nous a clairement dit que la réflexion va être menée dans ce sens. Et maintenant, moi, je pense qu'il faudra dépasser la réflexion et aller dans ce sens pour voir. Moi, je pense qu'il faudra être très simple. Il ne faut pas être trop compliqué. Et c'est très à la mode. Il faudra voir les bonnes pratiques avec l'IA. Quelles sont les bonnes pratiques? Et si, par exemple, le CORED travaille dans ce sens, ça va faciliter la tâche aux médias. Par exemple, des médias comme Le Soleil peuvent travailler sur une charte d'utilisation. Parce que tous les grands médias, que ce soit Figaro, que ce soit BBC, AP, tous les grands médias ont une charte. Et les gens vont même jusqu'à avoir des agents IA dédiés, carrément des agents IA qui arrivent à corriger, qui arrivent à vérifier. Mais cher, pour éviter cette désorganisation dont vous parliez, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que cette charte centrale-là, portée par le CORED en tout cas, les autres chartes dont vous parlez, s'inspire de cette charte centrale, ou bien qu'elle soit la charnière en tout cas de cette charte centrale-là, pour éviter en tout cas une certaine désorganisation avec chacun en tout cas et sa charte? Daoudo, j'aime bien, je vous aime bien, vous êtes candide, j'allais dire ainsi. Même la charte qui organise n'est pas respectée. Même la charte qui organise notre travail n'est pas respectée. Même le code de la presse n'est pas respecté. Donc, moi je pense que, il ne faut pas être très candide dans ce sens. C'est vrai que les gens ne respectent pas. Mais moi, je pense que les médias peuvent aller dans ce sens. Parce que vous êtes, Cheikh Tidiane travaille au Soleil. Le Soleil, le Soleil le paie chaque fin du mois. Donc, le Soleil peut lui dire, Cheikh Tidiane, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Ça, c'est les bonnes pratiques. Mais quelle valeur, c'est vrai que
le Coran n'a pas une valeur coercitive. Il faut oser le dire. Et cela en appelle également à revoir les textes pour donner en tout cas suffisamment de pouvoir à ces organes d'autorégulation comme le Coran, qui, je le rappelle, abrite également le tribunal des pairs. Cher Tidiane, aujourd'hui, vous parlez depuis tout à l'heure en tout cas des IA génératives. Comment aujourd'hui les IA génératives, ou plutôt quel usage aujourd'hui de ces IA génératives par les rédactions africaines, un usage plutôt éthique, je veux dire. Quel usage éthique en tout cas des IA génératives par ces rédactions africaines-là? Alors, je voulais d'abord rebondir sur ce que vient juste de dire Abdou Khadre, et ça m'a fait un peu rire. C'est lui qui doit vous dire que là, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Est-ce que lui-même, il connaît que c'est là la ligne rouge? Est-ce qu'il est habilité à vous dire non, parce qu'il ne connaît pas en fait. D'où l'intérêt de travailler sur une charte également. Sur une charte, et aussi préparer les responsables, par exemple les rédacteurs en chef, les directeurs de publication, pour qu'ils aient une éducation numérique et technologique. Et là, à ce niveau, ils seront très outillés et capacités. Et là, ils pourront dire aux journalistes, là, c'est une ligne rouge. Aujourd'hui, par exemple, un rédacteur en chef qui a été bien préparé et qui connaît, par exemple, ce qu'est l'intelligence artificielle, on lui donne un texte, là, il saura que c'est de l'IA. Il pourra, par exemple, rappeler son journaliste à l'ordre. Mais si lui-même, il n'est pas capable de dire que, OK, ça, c'est de l'intelligence artificielle, ou il est émerveillé par ce que le journaliste a fait, alors qu'il n'a pas fait quelque chose de bon, là, ça risque de poser problème. Et cela en revient à la question que je vous avais posée tout à l'heure. Quel usage éthique aujourd'hui de ces IA génératives par les rédactions? Alors, l'usage éthique, moi, je dirais, par exemple, on a parlé presque tout au long de l'émission de gain de temps. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas à interdire un journaliste d'utiliser une IA générative pour transcrire un texte. Il n'y a pas, par exemple, de mal à donner à une IA son texte pour correction. Donc là, moi, je pense que là, c'est des usages d'éthique. Maintenant, ce qui peut être une ligne rouge, c'est de donner le reportage à l'IA pour la rédaction ou pour autre chose. Mais par rapport à la correction, par rapport à la transcription, et même par rapport à un échange d'idées, parce qu'on peut avoir un sujet de reportage et soumettre un prompt à l'IA, et là, l'IA pourra nous orienter par rapport à des sujets, et même par rapport à certaines sources. Parce qu'aujourd'hui, il y a des IA qui ont été entraînées, qui peuvent remonter vers des sources qui sont affiliées à des moteurs de recherche. Et là, les IA vous sortent toutes les ressources. Et là, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens pour aller voir exactement la source. Et de plus en plus également, certaines de ces IA, en tout cas, font dans ce sourcing-là, c'est-à-dire vous précisent les sources à travers lesquelles ils puisent ces données-là qu'ils vous donnent. Avec des liens également. Et Cheikh Abdou Khadre, d'ailleurs, vous travaillez présentement sur un mémoire de master sur médias, en tout cas, et intelligence artificielle. En tant que journaliste, d'abord, pourquoi ce choix de vous intéresser à cette question au point d'y réaliser un travail de recherche? Alors, comme je l'ai dit, l'IA est en train de bouleverser tous les secteurs. Donc, étant journaliste, et également un journaliste qui est passionné de tech, je me suis dit, il faudra quand même creuser ce sujet. Et j'ai fait je vois que beaucoup s'intéressent, mais il n'y a pas encore un écosystème bien organisé. Ce qui fait que l'IA a modifié ma façon de travailler, mais l'IA commence à bouleverser ma façon de travailler. Donc je me suis dit, cet outil qui bouleverse sans mon consentement, je trouve pertinent de travailler dessus. Et comme il a dit, parfois, il y a les avantages et également, si par exemple, comme je l'ai répété, la phrase de Stéphane Amarcy qui dit « Occupez-vous de l'IA avant qu'elle s'occupe de vous. Je ne veux pas que l'IA s'occupe de moi. » Donc j'ai pensé utile et pertinent de travailler dessus. Et également, je l'ai utilisé sans même s'en rendre compte. Une fois, un ami journaliste me disait que pour ce qui concerne les concours internationaux, parfois les journalistes sénégalais ne gagnent pas parce qu'en fait, ils vont dans un jury composé d'anglophones, de natifs, des gens qui parlent que d'anglais et exclusivement anglais et parfois on donne à des gens qui baragouinent, si je peux l'appeler ainsi en français. Ce qui fait que on a automatiquement
des limites. Ce qui amoindrit les chances voilà, des francophones qui postulent à ces concours. Alors que maintenant, avec l'IA, c'est bien possible de traduire la vidéo et de présenter ça et qu'on se retrouve sur les mêmes égalités de chances. J'adore parfois les articles économie et les articles scientifiques. Je me plais à lire, mais à la fin, parfois, je ne comprends pas. Avec l'IA, on arrive à simplifier, à rendre digeste l'article, ce qui fait qu'on ne peut plus s'en passer, ce qui fait que j'ai pensé utile de travailler sur l'IA et de trouver également un équilibre éthique d'abord, parce que en y faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, l'IA, c'est juste un outil qu'il faudra utiliser et tout ce qui les chartes de Munich depuis lors, toutes les chartes qui régissent le journal ne peuvent pas, l'IA ne peut pas s'en passer. Un outil qu'il faudra utiliser et dompter, pour reprendre l'expression de Cheikh Tidiane. Et Cheikh Tidiane, comment les médias peuvent davantage collaborer, en tout cas pour une IA éthique? C'est-à-dire Le Soleil, par exemple, qui dispose d'un journaliste tech et digital, un autre organe également. Comment renforcer cette collaboration des médias-là dans ce sens pour un usage éthique aujourd'hui de l'IA? Donc là, ça doit passer d'abord par ceux qui doivent réguler l'organe. Aujourd'hui, s'ils mettent en place un cadre réglementaire, une charte d'utilisation de l'IA qui est par exemple remis à toutes les rédactions, là c'est un premier pas. L'autre pas, c'est-à-dire, c'est de créer une relation entre journalistes et des fois organiser des forums où on invite des journalistes qui feront une partage d'expérience. Récemment, on a vu l'initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Et Abdou Khadre était par exemple un panéliste et qui a beaucoup partagé son expérience. Il s'agissait, je le rappelle, d'un panel organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un panel pour discuter de la thématique que nous sommes d'ailleurs en train d'aborder, à savoir l'usage de l'intelligence artificielle à travers les médias. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Cheikh Tidiane Ndiaye. Vous êtes journaliste, spécialiste tech et digital au quotidien national Le Soleil. Merci encore, Cheikh Tidiane, d'avoir été avec nous et c'est un plaisir également de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup, Daouda. Merci également à votre co-débatteur, M. Cheikh Abdou Khadir Mbacké Seck. Vous êtes aussi journaliste, spécialiste tech et médias. Merci également, Cheikh Abdou Khadir, d'avoir partagé ce plateau avec vous et aussi un plaisir de vous avoir reçu en tout cas sur notre plateau. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup également à la chaîne Medione de nous avoir invités et de discuter également de cette thématique ô combien importante. Et merci à tous les deux pour cette générosité intellectuelle dont vous avez fait montre. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.